Comment réaliser ton rêve d'entrepreneur? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une émission très spéciale. Nous avons avec nous Johan Defontaine qui est en ce moment à l'île de la Réunion. Johan Defontaine, comme vous le savez, pour certains qui suivent nos capsules à toutes les semaines, qui est un entrepreneur et avec qui on a fait plusieurs capsules dans le passé. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que Johan et moi avons créé une formation en ligne sur le business qui s'appelle Exponentialise ton business. D'ailleurs, tu peux voir le lien qui apparaît sous cette vidéo pour justement avoir accès à cette formation en ligne. Aujourd'hui, on est tellement heureux de recevoir, c'est un ami personnel. Johan Defontaine est un entrepreneur immobilier avec beaucoup d'expérience qui est également un pasteur, un entrepreneur et un pasteur. Et aujourd'hui, on veut parler ensemble avec Johan de comment réaliser ton rêve d'entrepreneur. Alors Johan, je veux premièrement te souhaiter la bienvenue sur Exponentiel.net. Comment vas-tu, mon ami? Merci Luc, c'est un honneur, un privilège de pouvoir être là encore et de pouvoir partager mon cœur et puis aussi un peu de mon expérience quand même. Je vais très très bien, je suis vraiment en feu, je suis passionné comme jamais. Ça se passe très très bien en tout cas. Génial, mais merci d'avoir accepté d'être là. Aujourd'hui, on va exponentialiser des entrepreneurs, on va mettre le feu parce que je sais que c'est une des choses qui brûle sur ton cœur d'aider les entrepreneurs. On va parler d'ailleurs après, à la fin, on va parler, reste avec nous jusqu'à la fin, on va parler de la plateforme justement que tu as créée qui s'appelle Extrapreneur, on va en parler tout à l'heure. Mais Johan, juste avant d'aller plus loin dans le sujet, explique-nous un peu ce que tu fais en ce moment et comment tu as commencé ton appel d'entrepreneur. Écoute Luc, moi j'ai commencé un peu comme tout le monde, à rouler-bouler on va dire quelque part. J'ai commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir du tout avec l'entrepreneuriat. J'ai commencé à faire des études de génétique, donc en biologie, etc. Et puis à un moment de ma vie, j'ai senti quelque chose en moi. Il y avait comme un bébé là qui voulait sortir. Et donc je me suis réorienté vers les écoles d'ingénieurs où j'ai passé des concours à Paris. Et puis j'ai, par la grâce de Dieu, été reçu à ces différents concours-là. Et j'ai commencé à entreprendre et à voir des choses qui étaient totalement différentes. On m'a parlé de business, on m'a parlé d'économie. Moi, je pensais cellules, tu vois, les cellules humaines et tout ça, la biologie moléculaire. Et puis on a commencé à m'amener sur des choses qui étaient complètement différentes et qui littéralement ont répondu à quelque chose en moi. Ça a comme fait un écho là. Donc j'ai commencé avec en stage de fin d'études d'école d'ingénieur à créer ma première entreprise. Je me suis associé avec ma famille. On a commencé à créer cette entreprise ensemble. C'est une entreprise dans un domaine que je ne connaissais absolument pas, à savoir celui de faire des maisons individuelles en bois. Donc j'ai pris un architecte à droite, j'ai pris des charpentiers. On a fait tout ça, on a fédéré tout le monde et on a commencé à faire nos premières maisons pour des clients, avec des vrais clients là. Donc il a fallu le faire bien. Et puis j'ai fait mes erreurs, j'ai fait plein de choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant toi aussi, puis devant tous ceux et celles qui nous regardent. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir partager aussi quelques-unes des clés, en tout cas, que j'ai apprises au fur et à mesure de mes boulettes, là, de mes problèmes au fur et à mesure de mon début, en tout cas. Justement, aujourd'hui, on parle de comment réaliser ton rêve d'entrepreneur. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Il y a presque pas une semaine qui passe sans que des gens m'écrivent ou des gens m'appellent, m'écrivent, tout ça, pour me dire, Luc, par où commencer? Comment on fait pour commencer? Il y a plein de gens qui ont ce rêve, qui sont appelés à bâtir quelque chose, mais le défi, c'est de commencer. Alors aujourd'hui, je crois que tu as prévu quelques points pour aider ceux qui nous regardent à comment commencer et comment réaliser leur rêve d'entrepreneur. Alors on a hâte ensemble d'entendre, Johan, ce que tu vas nous partager. Comment on fait pour commencer? Écoute, j'ai essayé de travailler là, en quelques temps sur 6 étapes, en tout cas qui me paraissent relativement claires, et des étapes qu'on ne peut pas bypasser pour pouvoir créer et pour pouvoir imaginer réussir. Il y a un processus, tout est une question de processus. Dans la parole de Dieu, c'est un processus, donc il faut qu'on passe par un processus. La première étape que moi j'aimerais aussi pouvoir te partager, Luc, c'est de sonder nos motivations. La question, c'est pourquoi on fait ce qu'on veut faire. La question, c'est pourquoi on veut entreprendre. Est-ce que c'est une réponse à ce que j'ai vécu avant, les galères que j'ai vécues? Est-ce que c'est pour être indépendant financièrement parce qu'on m'a serré au niveau du salaire, j'ai pas eu suffisamment? Est-ce que c'est le grand rêve de tout le monde d'aménager son planning ou ses heures? Est-ce que c'est gagner plus d'argent?
parce qu'on rêve tous d'être mieux, d'être plus en sécurité, de pouvoir bénir nos familles, de pouvoir être vraiment déjà, de s'occuper de nos familles, ce serait déjà une bonne chose. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une réponse, une réaction à ce que j'ai pas eu avant? Ou est-ce que c'est un profond sentiment, encore une fois, que moi j'ai ressenti il y a maintenant 15 ans à peu près, ce bébé profondément qui avait besoin de sortir, là, tu sais, quand tu arrives en fin de grossesse, là, nous, toi et moi, on ne connaîtra jamais ça, mais ma femme est enceinte en ce moment même, elle a à peu près 7 mois de grossesse, et je sais ce que c'est, là, ça commence à bouger là-dedans. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il y a un bébé qui veut sortir, et est-ce que tu as prié pour ça? Donc la première question, c'est est-ce que c'est une réaction ou est-ce que c'est une conviction? Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise motivation de commencer finalement. Exactement. Exactement, Luc. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, qui est pour moi le premier point, c'est son cœur. Parce que si je suis en réaction par rapport à ce que je n'ai pas eu avant, je vais avoir des attentes qui vont être peut-être liées à des frustrations. Ces attentes ne vont pas être pourvues. Parce que j'ai un scoop pour toi et pour moi. Quand tu entreprends, eh bien, tout ce que tu as imaginé ne se passe pas du tout comme tu avais imaginé. Et donc, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des attentes qui vont naître, il va y avoir des choses qui vont naître en toi et qui vont finalement faire écho à un manque que tu avais et qui vont simplement venir mettre en exergue un manque littéralement. Et donc, le proverbe 13-12 nous dit l'espoir qui tarde à se réaliser, eh bien, chagrine le cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs et qui nous amène à la frustration et qui nous amène à prendre des mauvaises décisions parfois. Mais ce proverbe finit par dire le désir comblé est comme un arbre de vie. Voilà mon premier point, sondez vos motivations. D'accord. Et maintenant, ça serait quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de confronter notre offre. On a tous fait des beaux keynotes, on a tous une offre d'un produit génial. Nous, on trouve le produit il est génial. Tout le monde trouve autour de moi, ma grand-mère, mon frère, ma soeur, tout le monde trouve que c'est une super idée là, sérieux. Tout le monde trouve que j'ai des super idées, que mon produit, c'est le meilleur du monde. Mais la question, c'est est-ce qu'on va être capable de confronter notre offre à un marché? La question, c'est mon offre répond-elle à une demande? Est-ce que ça répond C'est ça, parce que je peux avoir, par exemple, une idée de créer du basketball sous-marin. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas nécessairement génial d'entreprendre ça. C'est ça exactement. Alors du coup, la question, c'est ça, c'est est-ce que mon offre correspond à une demande? Est-ce qu'il y a des gens en face? Parce qu'en fait, un business commence lorsque ton offre rencontre une demande. Sinon, un business, ça reste un projet dans un placard, sinon. Ça restera un projet dans un placard. Donc, la question, c'est mon offre correspond-elle à une demande? Est-ce que je dois créer moi-même la demande? Si je dois créer la demande, on appelle ça l'innovation. Apple a les moyens de faire ça, mais est-ce que toi et moi, on a les moyens de créer une demande sur un marché? Par exemple, dans ton cas, toi, l'immobilier, tu es sûr que tout le monde a besoin d'un toit pour habiter, donc tu es sûr qu'il y a une demande. C'est ça, a priori, mais j'ai dû aussi confronter les programmes immobiliers que je fais, je dois les confronter à l'offre et à la demande qu'il y a. Est-ce que si je fais des résidences de standing en plein quartier qui n'est pas adapté à ça, je ne vais pas trouver de clients. Donc, il faut à un moment donné que je puisse confronter, et bien sûr, il y a plusieurs conseils à ça. Bien sûr, commencer par une étude de marché. Il va falloir commencer par une étude de marché. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez mandater un professionnel à l'extérieur si vous avez un peu de finances, peut-être 1000, 1500 euros ou dollars par exemple. Vous pouvez mandater des professionnels des études de marché qui vont vous relater, on va dire, le volume de l'offre présente sur un marché et l'argent que les gens sont prêts à mettre pour aller acheter votre offre. Donc, c'est là où il faut qu'on accepte de confronter nos offres. Tu sais, l'entreprise Bell, par exemple, Bell System, que vous connaissez bien au Canada d'ailleurs ou aux États-Unis, eh bien, avait commencé par, en 1964, elle avait amené un produit sur le marché qui était le picturophone. C'était les premiers appels vidéo. Tu sais, il y avait une petite télé là et tu pouvais commencer à parler à la fois vocalement et à la fois en vidéo. Le problème, ça a fait un flop parce que les gens n'étaient pas prêts à payer 1000 dollars par mois pour louer le matériel. Tu comprends? En 1964. Par contre, Skype arrive en 2003, ça se passe bien. C'est ça, en fait, l'idée, c'est que ce n'est pas parce que j'ai une idée que c'est nécessairement une bonne idée. Voilà, même le plus beau des produits sera un échec s'il ne rentre pas une demande sur un marché. Un business commence toujours quand ton offre rencontre une demande. D'accord. Maintenant, numéro 3. L'étape numéro 3, qui n'est pas la plus mince à faire, là, qui est vraiment très importante pour moi, c'est calculer la viabilité de ton business model. Il faut que tu calcules, il faut que tu mettes des tableaux en place. Je sais que beaucoup hérissent les poils là, quand on parle de tableau, quand on parle de mathématiques, tout ça, mais il y a une réalité. Tu ne peux pas diriger si tu ne sais pas de quoi on parle. Tu ne peux pas diriger, décider si tu n'as pas les chiffres en face, si tu n'arrives pas à comprendre un minimum. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'être un expert comptable. Mais c'est quand même de comprendre la réalité auquel tu vas être confronté. Donc, calculer la visibilité, la viabilité de ton business model. Est-ce rentable? Si tu veux faire du basket sous-marin, est-ce que, par exemple, ça va être rentable? Est-ce que tu vas dégager de la marge? Est-ce qu'il va y avoir une réalité, en fait,
d'une marge qui va être dégagée sur tes ventes, sur tes propositions de terrain aquatique ou sous-marin, comme tu le veux. Donc, est-ce que c'est rentable? C'est comme Jésus a dit de calculer avant de bâtir une tour. J'imagine, toi, avec ton expérience, tu formes en ce moment plusieurs entrepreneurs, tout ça. Et j'imagine que tu as été témoin souvent de projets, comme on dit à la One Again, là, des gens qui se lancent, mais qui finalement ne calculent pas. Non, c'est exactement ça. J'ai eu des entreprises, mais bon, beaucoup d'entreprises d'ailleurs qu'on connaît aujourd'hui sur des marchés qui sont par exemple des marchés comme Uber par exemple. Vous connaissez les véhicules du tourisme, etc. Ce sont des entreprises qui ont un business model qui n'est pas viable en réalité. Ils comptent sur un développement et sur une possibilité de mettre ça en bourse. D'ailleurs, ça a été fait récemment et ça a fait chuter d'ailleurs le cours de l'action. Donc, si vous voulez, il faut qu'on ait un business model qui soit rentable parce que tout ce qui n'est pas rentable ne peut pas être durable. On va manger de l'argent au fur et à mesure. Comment on paye nos charges, comment on financer la croissance, les investissements. Enfin, combien de trésorerie j'ai besoin? D'accord, donc on calcule ensuite au numéro 4. Étudier la bonne structure juridique. C'est important, souvent ça, on passe à côté de ça. Et c'est une étape fondamentale, Luc. Je veux dire, calculer, étudier, poser les choses sur qu'est-ce qu'est la bonne structure juridique qui va m'aller, qui va être adaptée à mon activité. Sinon, ça peut venir me hanter par la suite. Il y a des gens, j'imagine, qui doivent avoir des problèmes énormes avec la loi par la suite. Mais j'ai le cas récemment d'une personne qui avait créé une entreprise individuelle en France. Et donc, la problématique a été lorsqu'elle a voulu passer de société commerciale, elle n'a pas pu le faire. Donc, ça lui a coûté des impôts pas possibles qu'elle n'avait même pas imaginé. Parce qu'il y a une structure, il y a un environnement qu'il y a une structure, il y a un environnement juridique. Donc, les questions qu'on doit se poser, c'est quelle est la zone de chalandise? Est-ce que je vais être international, national, extraterrestre ou pas? Parce que s'il y a une réelle structure, sous-marin, voilà. Il y a des structures aquatiques ou subaquatiques spécialisées, non. Mais quelle question de nos engagements? Est-ce que nous voulons une responsabilité limitée ou est-ce que nous voulons mettre tous nos biens, on y va all-in là-dedans, et on met notre maison, et on met notre mariage, et on met tout ça là-dedans? Est-ce que dans notre projet, on voudrait s'associer ou pas? Parce qu'il y a des structures juridiques qui ne permettent pas de s'associer et qu'il va falloir transformer pour pouvoir s'associer. Donc, c'est les réalités, les questions. Est-ce que la fiscalité souhaitée est une fiscalité impôt société ou une fiscalité impôt sur le revenu? C'est des vraies questions, Luc, qu'il faut qu'on se pose parce que opter pour un statut juridique qui n'est pas adapté, c'est comme acheter une paire de chaussures qui ne te va pas, qui est trop petite pour toi, parce que c'est moins cher, ou parce que ça te plaît mieux, ou parce que ton copain ou ta grand-mère t'a dit que c'était la meilleure structure juridique. La réalité, c'est que ça va faire mal quand tu vas commencer à l'entrepreneur, tu sais, t'en es un dans l'âme, l'entrepreneur souvent est tellement en mode entreprendre qu'il se lance et il réfléchit après. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'avant même de démarrer, on doit absolument vraiment assurer nos arrières et être certain de se lancer dans quelque chose de viable et de solide. Maintenant, le 5e élément. C'est déterminer les bons partenaires financiers. Déterminer les bons partenaires financiers. Identifier le type de partenaire que vous souhaitez. Est-ce que tu souhaites des investisseurs ou tu souhaites des entrepreneurs? Ça n'a rien à voir dans ton projet. Une fois que tu as calculé, tu as décidé ton business model et que tu as identifié une trésorerie qui était nécessaire pour pouvoir démarrer ton business, pour lancer le business, est-ce que tu as besoin de 50 000 $, par exemple? Mais ces 50 000 $ vont venir d'où? Est-ce que c'est des investisseurs financiers qui vont chercher un rendement simplement, mais qui ne vont pas forcément être en mode, impactant chaque jour, tu vois, ton sleeping partner? Ou est-ce que c'est des entrepreneurs? Les entrepreneurs, eux, vont vouloir, ce sont des gars qui cherchent à conquérir. Ils ont envie d'amener leur vision, ils ont envie de confronter ce que tu penses chaque jour. J'entends souvent des jeunes entrepreneurs qui me disent « Ah, j'ai pas d'argent pour commencer. » C'est quoi ton conseil justement par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait, parce que des fois aussi, si on calcule mal, on peut entraîner des gens dans des problèmes aussi. C'est quoi ta sagesse là-dessus? Moi, ce que je dis simplement, c'est que les potentiels partenaires vont investir sur nous avant d'investir sur le produit. Donc, il faut qu'on leur montre qu'on a confiance en nous, déjà, première chose, et qu'on ait confiance dans le produit. Donc, il faut préparer des choses. Il faut préparer, par exemple, une belle présentation qualitative. Il faut savoir répondre à des objections, les objections majeures. Mais pourquoi tu as fait du basketball, par exemple, sous-marin? Pourquoi, Luc? Pourquoi tu me proposes ça? Ben ça, si tu sais y répondre et une bonne présentation avec des chiffres clés, tu vas déjà être clair par rapport à ta communication. À partir de là, tu vas pouvoir aller commencer à voir des types de partenaires, investisseurs ou entrepreneurs, des business angels par exemple. On parle de business angels quand des personnes veulent investir dans des projets pour les lancer, pour les lancer littéralement. Donc il va falloir une belle présentation pour ça. Il va falloir aller voir des banques de développement. Il y a des banques de développement qui sont régionales ou nationales qui nous permettent en fait d'avoir des financements à moindre coût. Il va falloir proposer à notre banquier d'avoir une aide par rapport à ça. Est-ce qu'il peut confronter nos chiffres?
Est-ce qu'il peut nous amener sur des différents justement banques de développement, des différents investisseurs qu'il connaît? Voilà, il y a tout un réseau de connaissances, tout un réseau amical qui vont nous permettre de pouvoir proposer notre projet et de déterminer le type de partenaire qu'on a besoin dans le projet. Et maintenant, Johan, le 6e point pour réaliser notre rêve d'entrepreneur. Eh bien, c'est identifier nos apporteurs d'affaires. Il faut identifier rapidement, une fois que tu as tout fait là, tout ça, une fois que tu as mis ton place, ta structure, tu as calculé, ton business model il est rentable, tu as trouvé tes partenaires, tu es prêt à y aller, hein, tu es prêt dans les starting blocks littéralement, tu attends le feu directement pour y aller, identifie les apporteurs d'affaires, ceux qui vont rapidement pouvoir te générer de la clientèle, te générer des gens, des clients potentiels. Est-ce qu'il y a des réseaux que tu peux littéralement bien t'impliquer dedans, commencer à travailler sur des réseaux d'entrepreneurs, commencer à travailler sur des réseaux de clientèle, des grandes surfaces, des choses comme ça en fonction de ton offre. Donc, il faut identifier ceux et celles avec qui tu vas bâtir le démarrage. Donc, des partenaires qui vont t'envoyer des clients parce que jusqu'à preuve du contraire, si on n'a pas de clients, notre entreprise reste un beau rêve, reste un beau projet. Et une fois que tu as trouvé les partenaires, les apporteurs. Quel serait ton conseil, Johan, en terminant, pour ceux qui veulent commencer? Selon toi, combien de temps il faut prévoir avant En fait, combien de temps il faut prévoir avant de rentabiliser une entreprise qu'on démarre à partir de rien? Alors, ça dépend bien sûr, Luc, la question est bonne, ça dépend bien sûr de l'expérience qu'on a, bien sûr. Si on est des primo-entrepreneurs, c'est-à-dire la première fois qu'on entreprend, on ne peut pas y aller, comme tu disais tout à l'heure à Wall Again, j'aime cette expression parce que moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Là. Donc, effectivement, pour moi, si on est un primo-entrepreneur, il faut prévoir 12 mois. Très honnêtement, aller trop vite, ça ne sert à rien. On va littéralement prendre le mur plus vite. C'est tout ce qu'on va prendre. Mais il faut prendre le temps de prendre le temps. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge. Donc, 12 mois... Il y a un processus qui n'est pas compressif. 12 mois pour un primo-entrepreneur. Je pense plutôt à 4 à 6 mois pour un secondo-entrepreneur, quelqu'un qui a déjà connu des échecs, le temps de confronter à pourquoi. Le temps de confronter le pourquoi il a échoué. C'est important de confronter pourquoi. Johan, quel serait en conclusion ton message d'encouragement pour tous ceux qui là, ils écoutent ça puis ils se disent « Wow, c'est une montagne, c'est gros, tout ça ». Quel serait ton message pour les activer, les inspirer, afin qu'ils puissent foncer dans le projet qui brûle dans leur cœur? Je dirais que j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'entreprends, mon ami. Je suis heureux. Il y a des galères, il y a des problèmes, il y a des défis, il y a des challenges, mais s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas besoin de Dieu. Hein. Donc, s'il y a des challenges, il y a besoin de foi, il y a besoin d'attirer ce que Dieu a prévu dans le ciel sur cette terre. Donc, moi, je veux simplement dire aux entrepreneurs, les amis, prenez le temps de prendre le temps, fonctionnez step by step, mais allez-y, foncez, éclatez-vous, priez, servez vos clients, honorez vos partenaires, aimez ce que vous faites. Et c'est ça qui va être votre plus grand apport d'affaires. C'est quand vous avez un beau sourire et que vous pouvez dire aux gens, je kiffe la life. Merci beaucoup, Johan. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tout dire en quelques minutes, on ne peut pas couvrir tout sujet, mais on a créé une formation qui s'appelle « Exponentialise ton business ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu peux avoir accès à cette formation où là, pendant des heures, on va t'expliquer comment réussir et exponentialiser ton business. Johan de Fontaine, merci mon ami, c'est un honneur de participer. Les gens qui veulent avoir accès à en savoir plus sur Extrapreneur, que doivent-ils faire? Alors, nous sommes justement en train de lancer toute cette filiale-là qui est une formation, mais bien plus que ça, il y aura des coworking, il y aura des experts qui seront à nos côtés. Donc, il faut aller sur, pour l'instant, Facebook, simplement. Nous avons une page Facebook extrapreneur.re et nous pouvons donc répondre à vos questions pour le moment, mais nous allons lancer un site internet, etc. dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour pouvoir répondre aux attentes des entrepreneurs parce qu'elles sont nombreuses, les attentes des entrepreneurs. Merci beaucoup, Johan. Si tu as aimé cette vidéo, like cette vidéo tout de suite afin qu'elle soit propulsée. Partage cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Johan de Fontaine, merci mon ami d'avoir pris le temps avec nous. Et à chacun d'entre vous, soyez exponentialisés dans votre projet de business. À la prochaine.